Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez, mais n'hésitez pas à utiliser le chat. Ah bah parfait. Bonjour Marie. Super, bonjour tout le monde. Nickel. Et par rapport à l'écran, est-ce que c'est bien visible? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Super. Alors c'est ouvert, je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 petites minutes. Heu, Comme ça nous laisse le temps ça laisse surtout du temps aux retardataires de pouvoir nous rejoindre. On est également. Une belle préparation, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Un sujet assez intéressant. Donc n'hésitez pas en tout cas à utiliser le chat, même pendant la présentation si jamais vous avez des questions. Alors on se dit encore une petite minute et puis on démarre à 33. Oui, c'est possible Anaïs. On partagera le replay, mais on peut également partager les slides, si besoin. Bon, il est presque 33, on peut commencer à reprendre un peu le sujet si ça vous va? Heu Allons-y. et bah, go. Bienvenue encore une fois, à ce webinaire. Donc l'objectif est de parler du SEO, du social media et puis, surtout, en fait, de ce duo, et puis un peu montrer, du coup, l'impact que ça peut avoir sur la visibilité, côté Google. Donc pas mal de slides, pas mal de choses à dire à ce sujet-là. Mais avant de démarrer, quelques petits points de rappel. À savoir que le webinaire est enregistré, on vous partagera le replay. Donc soit la demande, ça sera sur nos sites internet et puis, également disponible côté YouTube. Vous avez un onglet questions, à votre disposition, donc n'hésitez pas à l'utiliser, pour poser vos questions. On pourra répondre peut-être en live, mais on prendra en tout cas suffisamment de temps à la fin, le temps nécessaire pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Et puis, concernant les prochains lives, n'hésitez pas à aller parcourir nos pages LinkedIn, Ifen et Diragency. Je peux démarrer si tu veux, vas-y Léonie, je te laisse démarrer? Non, non, vas-y, je t'en prie. Et bah, go. Alors de mon côté, Merit, je suis, consultant SEO, je me rapproche de la quinzaine d'années maintenant dans ce monde du SEO. Je suis également Head of SEO chez Ifen, depuis un petit moment maintenant. Et en termes de profil, après plutôt un profil, technique. Et voilà de mon côté. Super. Et moi, je suis Léonie Brun, je suis donc, directrice associée chez Dire depuis maintenant, 6 ans. De notre côté, on va vous présenter l'agence, mais moi, je suis en charge de toute la partie stratégie et développement des stratégies, avec les équipes au quotidien pour nos clients, dans différents domaines, qu'on va vous présenter. Voilà. Alors pour revenir de mon côté, je travaille pour l'agence, Ifen. Qui on est? On est une agence de conseil en stratégie de référencement naturel, donc 100 de dédié au SEO. Une vraie expertise dessus. On a des consultants seniors, experts et surtout très passionnés autour de cette thématique. On accompagne du coup nos partenaires en allant du conseil stratégique jusqu'à l'exécution.
Donc à savoir qu'on a un pôle conseil, contenu, netlinking. On fait également de la formation, et puis on a nos propres outils en interne pour répondre à nos besoins du quotidien. Donc on a vraiment une mission vraiment dédiée au référencement naturel, 100 et surtout, du sur mesure pour chaque organisation. De notre côté, chez Dire, nous, on est une agence, digitale et notre ambition, c'est d'accompagner nos clients à raconter les bonnes histoires avec la créativité, nécessaire pour, rencontrer notre consommateur et surtout, drivé par la performance. On a rencontré l'équipe d'IFEN, au sein, de différentes occasions parce qu'on a des clients en commun, qui sont notamment, Dyson, Paillot et cetera. Nous, l'agence a été fondée il y a 10 ans par mon associée Déborah, qui doit être, quelque part par là aussi. Nous sommes 25, nos bureaux sont dans le 10e et aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est vraiment, de pouvoir, accompagner nos clients à rencontrer, leurs consommateurs en passant par différentes étapes et différents leviers que sont l'influence, le social media et le brand content. Aujourd'hui, tout ça participe clairement à atteindre des objectifs très héroïstes, et à notamment, comme, tout le monde le souhaite, augmenter le chiffre d'affaires, des marques. C'est une alliance entre la créativité et la performance qui nous permet, d'être certains d'à la fois emphaser les messages de marque et en même temps de toucher les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit pour transformer et c'est un peu ce qui nous anime aujourd'hui, sur ce talk donc ravie de pouvoir être là, et à votre disposition pour des questions, sur cette partie plus tard. Alors pour revenir un peu à ce webinaire et puis à ce sujet qui a été choisi, donc comme le disait Léonie, on a eu l'occasion de travailler, d'animer des webinaires ensemble, des tables rondes, dans le passé. Et puis donc pourquoi ce webinaire en fait? C'est tout simplement parce que ça faisait sens avec, toutes les mises à jour et tout ce qu'on peut entendre en fait autour de Google en ce moment avec l'évolution du web. Donc on était dans une phase où on parlait des moteurs de recherche, comme tout simplement un espèce d'annuaire où on nous affichait tout simplement des résultats et puis là, la tendance, fait de soi qu'on va plutôt vers des moteurs de réponse, donc le fameux zéro clic qu'on peut, entendre et voir assez souvent autour autour de pas mal de requêtes, notamment avec la diversification des résultats. Donc on a vu dans un premier temps des positions 0 arriver, on voit des shorts remonter, de l'IA overview, une communication côté Google avec la e-mode et cetera. Donc on voit que le web évolue, et donc l'objectif est tout simplement d'être là où est la recherche. Donc on parle de global search. L'idée n'est plus en tout cas de dépendre que de Google, mais vraiment pouvoir se rapprocher un peu de notre cible. Et donc ça peut être côté YouTube, ça peut être sur des plateformes médias, ça peut être côté Google, mais ça peut être aussi côté, LLM, ChatGPT et cetera. Et par rapport à ce troisième point, donc encore une fois, donc pourquoi on a pris cette approche, cet axe de faire un petit focus sur la partie social media? C'est parce qu'on a une génération, donc la fameuse Gen Z, qui est là, qui est très active et qui a tendance en tout cas d'utiliser beaucoup, ces plateformes et notamment la partie TikTok. Donc pour imaginer un peu la chose, tout ce que je viens de dire, en fait, globalement, donc alors c'est une requête, que je tape assez régulièrement dans Google. J'ai 2 petites filles, hein, et je me pose souvent la question de me dire: «Bah, OK, bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui?» entre, les demandes de mes filles et versus ce que je suis capable de faire. Donc on voit bien la SERP, en fait, qui correspond vraiment à mon usage. Donc on est plutôt sur une SERP, donc des résultats de réponses sur Google, avec très peu de contenu SEO classique, tel qu'on a l'habitude de voir. Donc on notera seulement 3 pages, SEO classiques, avec des magazines type Elle. Et puis par contre, l'ensemble des autres résultats sont vraiment des résultats dédiés, et puis surtout autour de la vidéo. Donc on voit bien qu'on n'est plus, comme dans les années passées, en fait, dans une SERP, dans des résultats de recherche où on avait des contenus de 1 500 mots, des images étape par étape, où l'internaute devait passer du temps pour comprendre, et suivre un peu, hein, ce guide. On va vers des shorts, vers des vidéos, tout simplement parce que ça correspond mieux à l'intention de l'internaute. Donc par rapport à cette requête précise, donc comment coiffer une petite fille, et puis quand on voit l'état de la SERP, on se pose souvent 2 questions en côté SEO. C'est de se dire: «OK, bah, quelle est ma chance de pouvoir remonter avec un contenu, unique, sur cette requête? Est-ce que j'ai une chance de remonter?» Donc comme je le disais tout à l'heure, donc il y a seulement 3 places de disponibles aujourd'hui sur cette requête.
Et puis la deuxième question à se poser, c'est dire: «OK, si je dis non, OK, il me faut une vidéo, il me faut un contenu un peu orienté média, sur quelle plateforme je dois miser? Est-ce que je dois plus aller vers du YouTube, vers du TikTok, vers du Pinterest?» et cetera. Donc l'objectif, c'est de se poser les bonnes questions derrière chacune de ces requêtes, tout simplement, afin de répondre à l'intention de l'internaute et surtout de pouvoir être visible derrière. Une deuxième requête, ça, donc comment planter des tomates, donc une autre requête que je tape également. Alors, pas tout le temps, mais mais je tape au moins une fois par an. Et puis donc, ce qu'on va noter sur cette requête-là, c'est qu'en fait, au-dessus de la ligne de flottaison, on a seulement 2 places pour le SEO. Le SEO classique, donc on a une position 0 et puis une position 1. Encore une fois, la question est de se dire: est-ce que j'ai pas plus de chances de pouvoir remonter avec une vidéo sur cette requête, plutôt qu'une page SEO classique? Ce qu'on notera, c'est qu'on a un premier bloc avec la P0 et la P1 avec du résultat naturel, et puis après on verra qu'il y a quand même un gros bloc dédié à la vidéo. On redescend un peu plus dans la page, on atterrit encore une fois sur des vidéos courtes, quelques résultats classiques et puis de nouveau, des images, donc des vignettes en fait qui ont été récupérées directement des vidéos. Donc pareil sur cette requête, l'idée c'est de se poser, encore une fois, ces mêmes questions, de se dire: «Est-ce que je travaille cette requête avec une page classique? Est-ce que je travaille avec, du média, en misant sur une plateforme?» Et puis derrière, surtout se dire: «OK, j'ai une P0, une P1, mais même si j'occupe, ces positions-là, quelle est ma chance en fait, d'être cliqué?» Donc là, on est visible, on sait qu'on sera visible en P0, en P1, mais par contre, est-ce qu'on sera cliqué? Donc on a la chance de travailler sur un des sites qui est bien positionné sur cette requête. On est en haut de page et puis le constat, en fait, c'est que même en étant en position 1, on a un taux de clic, un CTR du coup qui est divisé par 2. Donc en termes de visibilité, on est à 100, mais par contre l'internaute ne veut pas lire ce contenu. Donc avoir en fait une position 0, une position 1 sur ce type de requête, en fait, ne va pas suffire, pour maximiser, notre chance en tout cas de récupérer l'internaute et de lui donner notre propre contenu. Donc il y a d'un côté l'enjeu de: «Est-ce que je peux être visible?» et puis après une fois que je suis visible, est-ce que je serai cliqué ou pas? Donc 2 gros sujets encore une fois à se poser comme question. Donc là, je pense que l'essentiel de ce qu'il faudrait retenir sur cette partie-là, c'est de se dire que, en fait, il y a certaines requêtes, certaines thématiques où on sait que le SEO seul ne sera la position 0, alors c'est tout simplement, c'est ce qu'on va voir ici, c'est le résultat en fait qu'on va voir directement, dans Google. Donc Google va apporter un début de réponse et donc l'internaute n'a pas besoin de cliquer. Le constat sur ce genre de requête, donc on parle à peu près de 60 de taux de clic, enfin de clics, de 0 clic pardon, où on sait que l'internaute en fait récupère l'information et ne va pas plus loin. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc voilà, donc il y a certaines thématiques, en tout cas certaines requêtes, où on sait que le SEO seul aujourd'hui ne suffit plus, à pouvoir capter, l'internaute. Donc encore une fois, donc on peut être visible, ce n'est pas le souci, mais par contre si l'idée derrière est de dire: «OK, je veux être visible, mais en plus je veux que mon contenu soit consommé par l'internaute», il va falloir s'appuyer de plus en plus sur du social, sur du média pour, répondre à ces enjeux du moment. Donc au programme de ce live, donc l'objectif est de parler dans un premier temps de se dire, comment je fais pour identifier ces bonnes requêtes, à savoir, est-ce que je les travaille en SEO, en social search ou les 2. Une fois on a défini ces requêtes, on les a identifiées, un plan d'action, côté, social media, côté social search pardon, et de se dire: «OK, quels sont nos axes de création de contenu? Qu'est-ce qu'on peut proposer à l'internaute?» On parlera de 2 cas concrets pardon, avec, du Dyson et Joe& Joe. Donc un retour d'expérience sur ces 2 projets et puis donc l'idée est de pouvoir finir avec un petit moment d'échange, donc pour qu'on puisse répondre à vos questions. Alors sur cette partie 1, comment identifier les bonnes requêtes? Donc on a mis une petite phrase en dessous, donc dire que le SEO était au service du social search, parce qu'encore une fois, donc même si on n'a pas le bon contenu, l'idée est vraiment de pouvoir partir des requêtes d'internautes. Donc comprendre le besoin de l'internaute, les traduire en requêtes et puis derrière se dire, quel contenu on sert à l'internaute. Alors un petit exercice, donc si ça vous va, en live, donc on a récupéré 3 requêtes. Donc une première requête, housse de couette, qui est très recherchée.
Et la question qu'on se pose, c'est de se dire: «Quand je vois les sites positionnés, selon vous, est-ce qu'il vaut mieux aller et travailler le SEO seul? Est-ce qu'il vaut mieux travailler le social seul sur cette requête? Ou alors miser sur le duo SEO et social?» Je vous laisse répondre directement dans le chat. Je vois qu'Alexis s'est lancé dans le SEO seul. Alors je vois beaucoup de les 2. La réalité, sur cette partie-là, c'est que je travaillerai vraiment sur en tout cas de mon côté, je proposerai en tout cas de travailler le SEO seul. Concernant le pourquoi, c'est parce que quand on analyse les résultats de recherche, en fait, on va se dire que les sites positionnés sont vraiment très orientés produits. Donc l'internaute, en fait, n'a pas besoin ne se pose pas de questions, heu au sujet des housses de couette, donc ne veut pas savoir comment choisir, ne veut pas savoir quelles sont les couleurs tendances. Il veut simplement avoir un listing de produits. Aujourd'hui, par rapport à cette requête, à ce besoin, en fait, le résultat attendu côté internaute est tout simplement une page avec toute une série de produits derrière, donc qui vont matcher avec sa requête principale, donc housse de couette. Derrière cette requête, donc on aurait pu mettre housse de couette, toute une série de tailles, de matières, et cetera. En fait, l'internaute aura toujours une envie en tout cas bien précise, c'est-à-dire, je veux acheter une housse de couette. Donc on est vraiment sur une requête où l'internaute cherche à acheter et ne veut pas aujourd'hui, sur cette requête, en tout cas derrière cette requête, s'informer. Alors par rapport à l'âge des internautes, je suis pas sûr de comprendre la question et si au seul aussi, mais par rapport à l'âge des internautes. Alors ça va dépendre, je pense, des requêtes qui sont tapées, mais je pense que par rapport à l'âge des internautes, en fait, c'est soit on cherche pour une personne précise et dans ce cas-là, je pense qu'on ira plutôt, on ajouterait en fait une notion de taille ou d'âge derrière la requête. Et puis après, par contre, je pense que côté ado, et là où on aura plus de chances, à mon avis, d'avoir du social, c'est si je combine ma requête housse de couette, avec du Spider-Man, du Batman derrière et là, je pense qu'on aura du visuel. Mais sur une requête un peu aussi générique que celle-là, je suis pas sûr que Google puisse proposer, heu, directement du social media, à ce niveau-là. Ou alors Par il faut que ce soit effectivement une requête un peu en dessous. Par exemple, si, moi je prends la parallèle de la beauty ou de la skincare. La thématique, c'est effectivement la beauté, mais si, j'ai un exemple après, si on parle plutôt, d'une action type, du layering ou du double nettoyage, tout de suite tu redescends dans un spec qui est peut-être un tout petit peu plus, dédié à avoir, du social et effectivement, ça rejoint un tout petit peu, la tranche d'âge dans la mesure où, les ados, par essence, vont peut-être eux-mêmes pas taper housse de couette et donc ils descendront directement vers une recherche qui est plutôt, axée sociale. Mais en l'occurrence, les recherches type housse de couette qui sont faites peut-être par des audiences qui sont un petit peu plus âgées, ne nécessitent pas effectivement, comme tu le dis, de travailler le social puisque, ce sont des audiences qui, ont envie d'avoir, une pluralité de produits et non pas, et une information plus globale. Clairement, et puis après ça ne veut pas dire que le côté média, en fait, ne sera pas travaillé. Donc c'est-à-dire qu'on peut très bien travailler le média, mais l'idée, ce serait de l'intégrer directement dans la page SEO, sans devoir créer une vidéo dédiée, en fait, à la housse de couette, qui est une requête trop générique. Et à savoir sur ce type de requête, quand on va analyser, en fait, les résultats de recherche, donc la SERP, ce qui est important, c'est de se dire, Google, en fait, fait déjà ce travail en continu. Si Google propose uniquement des sites, heu, vendant des housses de couette, c'est qu'il y a déjà derrière une très forte audience qui cherche ce type de résultat. Donc les ados sont peut-être une minorité sur cette requête et du coup, ça explique le pourquoi Google maintient en tout cas cette SERP, Mmh. avec, vraiment des sites dédiés, heu, à la vente, du produit. Une deuxième requête, donc là, je suis sur une requête, acheter une couette. Donc dans le top 5, ce qu'on va noter, donc les sites qui remontent, les domaines qui remontent, donc on a But, on a boutique Dodo, IKEA, la Maison de l'Oreiller et puis UFC, Que choisir? Donc pareil, selon vous, est-ce qu'il vaudrait mieux travailler le SEO seul, le social seul ou le duo? Et juste pour compléter ce que je disais tout à l'heure, c'est ce dernier screen que vous voyez ici, en fait, c'est vraiment tout en bas de la page. Google fait remonter quand même des vidéos.
Alors côté réponse, donc à savoir, le SEO seul aujourd'hui est en majorité, donc les pages classiques sont vraiment en haut de page et on voit encore une fois que l'internaute cherche à acheter un produit. Donc But, Boutique Dodo, IKEA, la maison d'oreiller font vraiment sens et vont dans ce sens. Le seul domaine qui vient se positionner et qui peut nous faire penser et se dire: «Bah, le social media a peut-être une chance», c'est le site UFC Que Choisir. Donc là, on est vraiment sur un contenu orienté, enfin plutôt informationnel, plutôt format guide et du coup, en fait, le duo SEO et le social peut faire sens. Donc de mon côté, je prioriserai dans un premier temps le SEO seul, mais par contre, encore une fois, Google affiche en bas de page, commence à afficher des vidéos, donc ça peut être intéressant de travailler le social également sur cette partie-là, de manière à ce que je puisse, encore une fois, donc récupérer cette vidéo, moi l'intégrer dans ma page en travaillant le SEO seul, mais également, donc commencer à travailler des vidéos, et à travers donc des plateformes. Donc ici, on voit qu'il y a du YouTube en majorité sur cette SERP, les 3 sites, qui remontent, 3 vidéos. Donc je me dirais, bah, côté YouTube, en tout cas, il y a une audience, en tout cas, des personnes qui veulent savoir comment choisir, sa couette avant d'acheter. Donc le SEO seul, si je devais prioriser, qu'un seul canal, mais par contre, si j'avais la possibilité, et si l'idée est de maximiser notre visibilité, je miserais sur la C, donc le duo SEO et social. Hop, alors mince, j'ai la réponse. Je pense que j'ai dû faire sauter une slide. Mmh mh. Alors, je vais pas poser la question, mais sur la requête «plie une couette», du coup, ce qui Qui est est à peut-être plus une problématique du coup des adolescents. exactement, pour le coup, oui. Bah, la question, c'est de dire, bah, comment je plie une couette, donc on n'est plus dans du transactionnel, on est vraiment sur l'informationnel, sur du guide et surtout sur des bonnes pratiques, donc des tutos. Et donc sur cette requête, ce qu'on va noter, c'est surtout, bah, qu'il y a une très, très forte présence, en tout cas, des médias. Donc pareil, donc si on me dit qu'avec, mon domaine, je veux être visible sur cette requête, bah, l'idée serait de travailler peut-être le social seul, pardon, dans un premier temps et me dire, bah, peut-être avec une vidéo, je peux maximiser ma visibilité et puis capter un maximum d'audience. Mais de l'autre côté, je peux aussi me dire, bah, en fait, en combinant le social, heu et le SEO, je peux avoir une double position. Donc, mon nom de domaine peut être visible 2 fois. Donc en termes de visibilité, on sera très bon. Et puis surtout que en fait, les 2, la page web et la plateforme en tout cas, donc si dans ce cas-là, si on va sur YouTube, en fait, le fait de faire des liens entre les 2 pages, donc renvoyer de la page SEO un lien vers vers YouTube, la vidéo et pareil dans l'autre sens, aller côté YouTube et faire un lien vers, la page en question, en fait, va permettre de créer un écosystème finalement. Donc à savoir que YouTube, c'est également Google. Donc ces liens seront valorisés, un signal positif qu'on enverrait à Google et du coup, en fait, on pourrait faire remonter les 2 pages finalement, côté YouTube et avec notre page, classique SEO. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Donc à savoir donc comment identifier ces requêtes et puis, bah, surtout, bah, le raisonnement derrière, se dire, bah, sur quel levier je dois m'appuyer? Super. Parfait, du coup, donc pour résumer un petit peu, ce qu'on vient de se dire, donc comme vous l'aurez compris, donc l'idée est vraiment d'avoir en fait une approche SEO, dès le début. Donc pouvoir identifier les besoins, donc nos cibles en fait, qui tapent ces requêtes, donc ça peut être le cas des ados, mais en tout cas voilà, si on s'adresse à ces ados, bah, en fait, c'est de pouvoir tracer un peu donc c'est ce qu'on va voir un peu sur le screen de droite en fait, c'est qu'on va faire un mind map en fait, on va dire: «OK, bah, je veux cibler cette, population, cette, cible-là» et puis je vais essayer d'identifier en fait les moments de vie. Donc c'est-à-dire tous les besoins que la personne peut avoir en fin de funnel, mais également en haut de funnel. Donc je vais essayer de retracer un peu son parcours, non pas directement basé sur des requêtes dans un premier temps, mais vraiment sur des moments de vie. Donc typiquement, donc si je reprends la housse de couette, bah, en fait, c'est housse de couette, c'est peut-être toute une brique sur, bah, comment choisir, c'est peut-être comment rénover, comment plier, ça peut être, bah, peut-être, en lien directement avec sa chambre aussi. Donc quelle couleur de housse de couette choisir et cetera. Donc c'est pouvoir identifier la cible, ses moments de vie, ses besoins. Donc une fois qu'on a fait ce travail, dans un second temps, l'idée est de pouvoir traduire ces moments par des requêtes, SEO.
Donc l'idée est de pouvoir créer un corpus sémantique, et ce corpus sémantique, donc c'est ce qu'on voit sur ce petit screen ici à droite, le deuxième. Donc c'est de pouvoir en fait lister toutes les requêtes tapées réellement par les internautes, derrière, associer, estimer un volume de recherche mensuel et puis pour chacune de ces requêtes derrière, c'est de dire: «OK, bah, maintenant que j'ai fait ce travail-là, je vais dans Google et je vais me dire: "OK, qu'est-ce que Google propose?"». Est-ce que c'est plutôt, des plateformes médias? Est-ce que c'est plutôt du SEO classique? Et en fait, pour chacune de ces requêtes, l'idée est de se dire: «Bah, OK, bah, quelle est ma chance d'être visible?» en misant que sur du SEO, que sur du social, en misant sur les 2 en même temps. Et puis, ce travail va nous permettre aussi derrière de pouvoir, comprendre en fait quelles sont les plateformes qui remontent le plus sur ma thématique. Et donc ça va nous tout simplement nous driver en fait vers une stratégie, classique, en SEO et se dire: «Bah, OK, bah, si je veux être visible sur cette thématique-là, bah, en fait, j'ai plus intérêt à aller vers du Pinterest, plus aller vers du YouTube, aller vers du TikTok et cetera». Donc c'est vraiment de l'idée, voilà, c'est vraiment de partir en fait de notre cible, comprendre ses besoins, ses problématiques, ses moments de vie. Je crée mon corpus, en gros, tout simplement une base de mots-clés avec les volumes de recherche. Donc à savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de panels SEO existent et sont capables d'estimer les volumes de recherche derrière chacune de ces requêtes. Et puis derrière, bah, j'analyse la SERP, Google. Je fais confiance à Google sur cette partie-là, à savoir que Google analyse le comportement des internautes. Donc en fait, Google fait déjà ce travail à notre place. Et quand Google affiche 5 vidéos YouTube sur une requête, bah, en fait, c'est que Google a déjà fait ce test et il sait déjà qu'une page SEO classique ne fonctionnera pas sur cette requête. Donc, faire confiance en fait tout simplement à Google sur cette partie-là et donc pouvoir activer derrière le bon levier, se diriger vers la bonne plateforme. Une fois qu'on a fait ce travail, bah, l'idée c'est de donner au social, du coup, toutes ces requêtes en fait qu'on a estimées, comme étant pertinentes à travailler, donc soit en duo, soit juste côté social et puis je laisse, la parole à Léonie. Mais tu as une question de Nathalie qui voudrait savoir quel est le volume de recherche pertinent pour avoir une chance de ressortir? Alors le volume de recherche en fait va tout simplement enfin c'est juste un chiffre en fait, ça va nous donner une indication. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur certaines requêtes très concurrentielles, bah, en fait on peut monter jusqu'à du 110 000, 120 000, parfois beaucoup plus, recherches mensuelles. Donc cette notion de pertinence en fait pour moi, n'a pas forcément enfin c'est pas disons que c'est pas forcément mon point le plus important que je retiendrai. C'est de surtout me dire, bah, sur toutes ces personnes qui vont taper ces requêtes-là, bah, est-ce que j'ai des chances de convertir ou pas si j'ai un objectif business? En fait, tout va dépendre de mon enjeu. Est-ce que je veux que ma marque soit visible? Dans ce cas-là, j'irai sur ces requêtes, très recherchées, parce que j'ai un objectif de branding. Si j'ai un objectif plutôt, heu, business, orienté business, de conversion, en fait, je ciblerai dans un premier temps, donc je serai plutôt en bas de funnel et je ciblerai les requêtes indépendamment à savoir s'il y a beaucoup de recherches ou pas. Et je me dirais: «Bah, je vais sur ces requêtes parce que j'estime que je peux convertir et j'ai mon mot à dire et surtout j'ai une valeur ajoutée par rapport à la concurrence». Heu et puis encore une fois donc le comportement de l'internaute peut également changer. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on a que du SEO seul, que demain ça sera le cas. Donc il faut aussi apprendre à connaître sa cible, donc répondre à l'instant T à ce besoin, mais également anticiper, le comportement de l'internaute dans les prochains mois, dans les prochaines années et puis à être, bah, idéalement le 1er en fait à proposer ce type de contenu, parce qu'on maîtrise, et parce qu'on est expert, autour du produit. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question Nathalie? Super. Je prends le relais, Merit, et c'est intéressant parce que, effectivement, cette valeur ajoutée, elle a aussi beaucoup de force, en social search pour nous. Lorsqu'on crée des contenus ou en tout cas qu'on demande à des tiers de créer des contenus et on verra quels sont les leviers de production. Mais pour commencer, je voudrais, reparler effectivement, de notre vision de la stratégie de contenu. Pour produire une bonne stratégie, ça paraît évident, mais la première des choses à faire, c'est d'aligner l'intention, l'objectif avec un format, un message et évidemment une plateforme.
On travaille en full funnel sur cette partie en social search, même si effectivement on a plus la requête est basse, plus elle a de chances de ressortir en mettant en avant, la valeur ajoutée, de la marque qui permet aussi, de créer, de la préférence et de créer en fait, un engagement plus important et donc un meilleur CTR. Mais donc si on part d'une vision full funnel, il est important, de considérer la première partie qui est effectivement la partie, tofu, qui est donc le top du funnel, et qui va nous permettre de travailler, la notoriété, l'awareness de la marque. Là, on va être plutôt sur un storytelling qui a un peu plus de force, qui va être un peu plus divertissant. On va être un peu plus haut dans ce qu'on raconte et moins descendant vers un produit. En général, c'est le premier touch point pour un consommateur ou un viewer et il est important parce que c'est notamment cette partie qui ne peut pas être travaillée, en référencement et donc le social a une vraie force de notoriété et de faire monter en puissance, la viralité de la marque sur ce niveau-là. Sur les formats, on est souvent sur du TikTok, du réel sur Instagram ou Pinterest. Ensuite, on descend à un niveau un peu plus bas, dans lequel on va travailler la considération et là, on est plutôt sur du produit avec une notion de valeur ajoutée effectivement, de bénéfice. Qu'est-ce que le consommateur y gagne? Pourquoi est-ce qu'il devrait être, en contact avec la marque et avec le produit? C'est souvent à partir de ce moment-là que le hook, qu'on appelle cette phrase un peu catchy qui va venir arrêter l'audience sur le contenu est très important, parce que, il va vous permettre aussi, de faire de la rétention et de garder votre, viewer sur la vidéo, et c'est surtout important qu'il la regarde à ce stade-là du funnel, dans la mesure où, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler du produit et à créer de la préférence. Donc là, on est vraiment sur une strate d'évaluation et de considération et on va être sur des formats, qui parfois, permettent d'exprimer un peu plus de choses comme une vidéo YouTube, par exemple, ou un carrousel Instagram dans lequel maintenant on peut intégrer de la vidéo. Évidemment, à ce stade, TikTok reste une bonne idée. On le sait, il y a une vraie puissance sociale, donc on le mettra, à peu près à toutes les étapes du funnel et après on arrive en bas de funnel où là évidemment, on est, sur une vision qui est un peu plus mercantile avec, un objectif qui est souvent purement de la conversion et là on est un peu plus agressif sur des call to action, sur une preuve sociale, une réassurance, on vient travailler des formats qui peuvent parfois être un peu plus éphémères comme des stories, mais dans lequel le call to action est associé souvent à un lien traqué qui fait aussi du bien au référencement et qui va permettre d'avoir, une redirection, directe en fait vers un produit et de pouvoir continuer à nourrir, ce lien avec le consommateur et de potentiellement l'accompagner vers un passage à l'achat, soit en last click, soit en tout cas, avec une apparition dans le funnel qui est assez basse, qui permet de réassurer, jusqu'à la fin. En ce qui concerne les recherches et comment est-ce qu'on peut les associer, à du contenu, est-ce que le wording pardon, je m'interromps, mais est-ce que le wording des publications aide à bien les positionner sur le moteur de recherche? Tout à fait, Johan, c'est un point qu'on va aborder après et on a une slide dédiée parce que ce n'est pas que le wording qui aide et vous le verrez, il y a des choses surprenantes qui peuvent être faites, de manière très facile, on en reparlera après. Mais pour, faire le parallèle aussi avec ce que tu disais Merit sur, les recherches, Hem, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir avant même de créer une vidéo sur la base des mots-clés qui ont été pointés du doigt, lors du premier travail, de référencement et cetera, vous allez avoir effectivement des recherches sur lesquelles vous avez envie de miser. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est, d'intégrer ces recherches dans vos moteurs de recherche pour voir s'il y a déjà des créateurs avec lesquels vous travaillez, qui communiquent assez officiellement sur ce type de thématique et qui vous permettront naturellement si vous vous associez à eux, de remonter facilement dans les recherches. Et d'ailleurs, les vidéos ont chacune une valeur selon le moment où, le consommateur en est. C'est pour ça que c'est important d'aligner les objectifs avec les timings, les audiences, ce dont on se parlait tout à l'heure sur les adolescents, mais aussi sur, le contenu vidéo. Donc si on prend l'exemple de la beauté, si on travaille l'awareness, on va plutôt être sur une vidéo, peu importe le levier de production, sur lequel on va être sur quelque chose d'assez générique. Exemple, j'ai testé 3 routines skincare du soir. Voilà, quelque chose d'assez générique sur lequel énormément de marques, voire toutes les marques de beauté peuvent se positionner. Toutefois, si jamais, on active le bon levier et que derrière on met, la bonne force médiatique, soit à l'aide d'influenceurs, soit à l'aide, d'un renfort d'amplification,
on peut quand même avoir une chance, d'exister. Évidemment, la notoriété de la marque y fait pour beaucoup dans ces cas-là, mais notamment sur TikTok, la puissance aussi qu'on donne à ces vidéos et le pouvoir de viralité, donc la manière dont est construite la vidéo, le hook et cetera, peut quand même vous laisser une chance d'apparaître plutôt assez haut dans les recherches. Sur la partie Mofu, on va être sur une strate en dessous, par exemple, pourquoi le double nettoyage est efficace. Donc on repasse sur une demande qui est un peu plus spécifique, dans lequel effectivement, certaines marques peuvent se positionner, notamment des marques qui ont une démarche, de pédagogie et de positionnement, d'accompagnement du consommateur. Et après on redescend encore un cran en dessous, où là par exemple, quand on est en bottom de funnel, donc en bas de funnel, on va être sur, des contenus du type: «Ma routine du soir avec mon produit», donc là j'ai mis l'exemple de Night Repair. Résultats visibles en 10 jours. Bon, évidemment les résultats, on le sait, sont très cliquables, et permettent aussi, d'aller chercher, une visibilité, assez directe. En tout cas là, le message clé, c'est que, par exemple, la vidéo, si jamais vous commanditez une vidéo: «J'ai testé 3 routines skincare du soir», ça ne sert à rien de la positionner en bas de funnel et d'avoir des objectifs de conversion derrière. C'est pour ça que c'est très important, pour rentabiliser au maximum les contenus et surtout avoir les bons learnings et ne pas, être déçu d'un contenu qui ne pourra marcher parce qu'il n'est pas positionné au bon endroit. Il faut bien associer chaque étape à une intention créative et à un levier de production. Ce qui me permet de rebondir sur effectivement les leviers de production. Aujourd'hui, il y en a plusieurs et parfois, on n'est pas certain de celui qu'il faut activer. Il y a plein de raisons pour lesquelles, c'est important d'avoir plusieurs moyens de production. Déjà parce que ça vous permet de faire de l'A/B testing et deuxièmement parce qu'en fonction justement de cette position du funnel et de là où vous en êtes pour produire du contenu, vous n'êtes pas obligé, d'avoir les mêmes types de production. Typiquement, les UGC, qui sont les User Generated Content, qui sont anciennement des contenus produits par des consommateurs. Aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles plateformes et de l'intensité des contenus, c'est souvent des créateurs de contenu en marque blanche, et je vous parlerai aussi de la différence avec des influenceurs après, qui vont créer un contenu un peu comme ils le feraient dans la vraie vie. Donc là, on vient chercher de la spontanéité, de l'agilité, et donc clairement là, on est plutôt en bas de funnel. On va être sur des objectifs de considération, ce sont des gens qui vont faire des retours sur des produits et de conversion, puisqu'ils vont parler avec une certaine proximité à l'audience, et donc du coup, ils vont aller chercher un rapport plutôt conversationnel qui va nous permettre d'atteindre la conversion. Ensuite, sur la partie créateur de contenu, donc j'entends par là plutôt les influenceurs ou en tout cas des profils qui ont une certaine notoriété, une certaine reconnaissance. Là, on vient travailler plutôt le haut de funnel pour avoir une assimilation à un talent, qui va prêter son image et donc prêter aussi, ses valeurs à la marque. Donc là, on est plutôt assez haut et on va travailler uniquement le positionnement et ce que ça implique. On a parfois des influenceurs qui savent travailler le bas de funnel. Ils ça alors, les utiliser à différents endroits, ça ne veut pas dire qu'ils savent pas faire les 2, mais en tout cas, il faut faire attention à pas avoir les 2 mêmes messages au sein d'une vidéo, et tous les créateurs de contenu ne sont pas capables à la fois de faire de l'image et à la fois de faire du bas de funnel. Et après, évidemment, vous pouvez toujours produire du contenu en interne, en considérant, en fait, les codants des plateformes. Ce qui veut dire, le plus souvent, avoir du face caméra, avoir, une volonté de faire exister, la marque de manière, subtile et spontanée, ce qui permettra aussi de toucher la bonne audience au bon moment. On a un petit couac. J'ai perdu le hop là. Désolé. Pas de problème. Tu peux passer à la slide d'après, du coup. Je vous parlais donc des UGC et des influenceurs. Pour ceux qui ont encore un doute, si jamais vous êtes tout au courant, tant mieux, et c'est super, mais un petit rappel, un UGC, c'est donc un créateur de contenu qui est en marque blanche. Ils suivent un brief et ils cèdent des droits. Légalement parlant, cet UGC ne peut pas, publier sur son propre compte. Pourquoi? Parce que sinon, il est associé à un influenceur, ce ne sont pas les mêmes types de contrats. Donc un UGC crée du contenu en marque blanche qu'il vous livre, que vous pouvez utiliser sur vos plateformes en sponsorisation, en amplification et pour lui donner de la valeur. Donc du coup, quand on parle de référencement ici, si vous faites appel à un UGC, il est important derrière que vous ayez de l'amplification pour que ce contenu remonte. Sinon, il risque de ne pas avoir la place escomptée. Ce qui est intéressant dans l'UGC, c'est que vous avez un lien de subordination dans lequel vous pouvez les briefer concrètement sur ce que vous souhaitez qu'ils disent. Ce qui implique
une utilisation des bons wordings, récupérer les mots-clés qui doivent être intégrés pour augmenter, le référencement et cetera. Un influenceur, vous venez chercher ce positionnement dont on se parlait, donc plutôt sa créativité, son positionnement et lui, il va de manière assez autonome diffuser du contenu auprès de sa communauté, et donc on bénéficie de son réseau médiatique. Le lien de subordination, supposément, il doit être quasiment inexistant. Vous pouvez évidemment les briefer, mais le plus un influenceur est briefé, le moins ça marche puisque son audience le connaît et donc si vous voulez que votre contenu ait une opportunité de remonter en référencement, vous avez plutôt intérêt à laisser prendre la magie de la viralité, du pouvoir de l'influenceur, plutôt que de l'encadrer, au risque à la fois de perdre le contact avec sa propre communauté et de ne pas toucher, celle que vous voulez, avoir, en périphérie. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que ça permet de savoir quel levier activer en fonction de là où vous en êtes et quels sont vos objectifs. Les assets coûtent cher aujourd'hui et ce qui est important aussi dans le référencement, c'est la multiplication des points de contact et la force qu'on donne à un contenu. Ici, je vous ai mis un exemple, concret, sur le short YouTube à droite, c'est un contenu, sur la marque SVR, sur, leur crème, solaire visage. On retrouve ce même contenu, sur TikTok, sur le compte du créateur qui s'appelle Tony Bouge. Il n'y a pas de difficulté à faire du duplicate content en ayant conscience qu'il faut absolument que le contenu réponde à tous les codants des plateformes pour que ça ait du sens. Aujourd'hui, avec l'avènement de TikTok, les contenus qui sont produits pour TikTok, en général, marchent sur les autres plateformes. Mais comme tout a un coût, c'est important aussi de se rassurer en se disant, essayons de publier ce contenu à d'autres endroits. Ça lui donnera plus de force et potentiellement plus d'opportunités pour le faire remonter, et lui donner un essor. En plus de ça, ça vous permet d'avoir une vidéo que vous avez validée, sur lequel vous êtes à l'aise avec le contenu et de pouvoir la déployer. On en revient à votre question, Johan, sur la partie wording. Enfin, à un moment donné, les stratégies de hashtag étaient très à la mode et puis tout d'un coup, il fallait en mettre 30 sous un post et puis plus que 2. Aujourd'hui, clairement, notamment sur des plateformes comme TikTok, la règle, c'est au mieux on intègre des mots-clés, au mieux la vidéo sera référencée. Quand je parle de mots-clés et d'intégration, il y a différents endroits. Aujourd'hui, les algorithmes considèrent aussi toute la partie orale, donc les voix off et vous le savez, les musiques ont énormément de force. Aujourd'hui, en tant que marque, on ne peut pas souvent utiliser, légalement parlant, des musiques qui ne sont pas libres de droit. Donc mon conseil, si vous voulez qu'une vidéo ait de la performance, c'est d'aller chercher de la voix off et d'y intégrer les mots-clés, sur lesquels vous avez besoin de miser pour faire remonter en référencement, et leur donner encore plus de valeur. En plus de ça, en plus de la voix off, on a les sous-titres, la légende et les hashtags. En plus de ça, sur certains contenus, on s'en parlait, un peu avant, le call to action direct permet de booster, le taux de clic, auprès d'une audience qui est qualifiée et de toute façon, le plus vous aurez d'engagement, le plus votre vidéo aura de la valeur en tant que vidéo, recherchée, et donc ça améliorera sa diffusion au sein des différents algorithmes, quoi qu'il arrive. Le dernier point important sur, le monitoring des petites choses comme ça qui peuvent vous faire, grimper, c'est les covers et les vignettes YouTube qui sont un fort levier visuel et là, on se parlait de hook tout à l'heure. Le hook, c'est pas uniquement une phrase, un signe distinctif oral, ça peut être aussi visuel et donc vous le savez maintenant, créer des vignettes YouTube, c'est un métier à part. Clairement, il y a des gens qui ne font que des vignettes YouTube de leur vie, justement parce que ça permet de créer un hook visuel et d'augmenter le CTR et donc du coup de faire remonter naturellement, même sans taux de rétention considérable, la vidéo dans les moteurs de recherche. Il y a peut-être une Et pour question compléter après. ce que tu disais, Léonie, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure côté résultat aussi, c'est que Google également, lui aussi, mise sur ces vignettes, en fait, pour les faire remonter directement. Et de plus en plus, en fait, on voit aussi la reconnaissance, c'est-à-dire qu'on est capable d'identifier, des personnes derrière des vidéos et en fait, de manière naturelle, en fait, même si la vidéo n'est pas la première vidéo qui remonte, en fait, le fait de connaître un visage, une marque, fait qu'on va, en fait, cliquer vers cette vidéo, vers cette image prioritairement et du coup, encore une fois, le comportement de l'internaute impacte le positionnement sur du long terme. Donc le fait de capter des clics, même si on est mal positionné dans un premier temps, va nous faire monter naturellement beaucoup plus haut dans les résultats.
Exactement et en ce qui concerne les hashtags, est-ce qu'ils ont une grande utilité en 2025? Il y a un peu une double réponse. Aujourd'hui, les hashtags doivent avoir une utilité. C'est exactement ce qu'on se dit là. C'est-à-dire qu'avant, on a pu avoir tendance, notamment pendant les grandes années d'Instagram, où on mettait des hashtags, Sunday morning, des hashtags qui avaient tellement peu de valeur, qu'ils ne décrivaient rien et donc n'apportaient rien en termes, de référencement. Aujourd'hui, au vu des niveaux de recherche, typiquement, on se parlait de double nettoyage. Ce hashtag peut avoir de la valeur parce que ce sont des choses qui sont recherchées par les internautes. Et ça, il faut aussi, je pense que c'est un travail commun, Merit, tu pourras peut-être en parler, mais d'identification des mots-clés qui vous permettront de remonter et de les transformer en hashtag. Mais en tout cas, un hashtag ne doit pas être gratuit et il doit être constitutif de ce que vous voulez raconter et de la manière dont vous voulez catcher votre follower, votre viewer ou votre futur client. Exactement, donc c'est vraiment l'étape. C'est pour ça qu'on parlait vraiment du SEO qui était au service du social search, parce que le SEO aujourd'hui, avec nos outils, en fait, on est capable de savoir combien de fois ces requêtes sont tapées, en tout cas d'estimer combien de fois ces requêtes sont tapées. Et donc ça nous permet de comprendre en fait quel est le mot-clé principal, mais également toutes les déclinaisons qu'on peut avoir autour de cette requête. Et par contre, je rebondis, ce qui est intéressant aussi, c'est que la puissance des mots-clés, elle varie aussi selon beaucoup de critères, des tendances, de la viralité, etc. On a typiquement un client à l'agence qui est Mattel, qui a une marque qui s'appelle Fisher-Price, qui a eu une viralité autour d'une marmotte qui faisait des bruits doux, des bruits blancs, et qui était destinée aux enfants initialement. Et la Gen Z se l'est beaucoup appropriée parce que un calmant pour la charge mentale et pour effectivement certains besoins que ressentait cette génération de réassurance. Typiquement, il y a eu un grand essor de certains hashtags autour de cette charge mentale, autour des bruits blancs et de comment est-ce qu'on pouvait les accompagner. Et effectivement, c'est à renouveler en permanence pour essayer de faire évoluer votre opportunité de référencement et d'existence sur certains mots-clés qui sont plus ou moins tendance ou en tout cas qui ont une croissance à suivre pour s'assurer qu'on est bien présent. Alors, il y avait d'autres questions. C'est quoi un bon CTR sur YouTube? Ça, peut-être que Merit, toi, tu as une réponse à ça. Alors, je ne pourrais pas dire côté YouTube directement, mais si je prends plutôt globalement sur le search, en fait, en général, en fait, on sait que quand on est bien positionné, le CTR est proche des 30%. Après, encore une fois, ça va dépendre de la requête. Si la personne cherche la marque directement et que c'est le site officiel, la page officielle, là, le taux de clic, en fait, est beaucoup plus élevé. On peut monter jusqu'à 80% en général. Mais globalement, si on est aux alentours des 30-40%, ça reste quand même un bon taux de clic. En ce qui concerne la remarque de Rachel sur la plateforme Meta, il est recommandé de ne pas mettre plus de 5 hashtags sous les publications. Je rejoins assez cette recommandation. Quand on se parle d'hashtags qualifiés, alors sauf si vous avez une vidéo qui raconte beaucoup de choses, mais du coup, ça veut dire qu'on a probablement un problème d'identification des messages clés. Mais je recommande d'avoir peu de hashtags, mais les bons, puisque de toute façon, aujourd'hui, il vaut mieux qu'ils soient ciblés et avec de la valeur plutôt que d'exister pour exister. Et par quels outils ou méthodes peut-on identifier les top requêtes liées à notre secteur, nos produits sur les plateformes? Merit, peut-être que tu veux répondre à ça? Alors, ChatGPT, oui, peut être un bon outil. ChatGPT peut être un outil pour tout. oui, clairement. Alors côté SEO, en fait, on a des panels, qui sont à disposition, donc souvent des outils payants. Après, on a le Keyword Planner de Google qui nous permet d'estimer dans les grandes lignes les volumes de recherche. Encore une fois, c'est lié plutôt à la search, globale, donc dans Google, mais pas lié à du YouTube, ou autre plateforme. Et puis après, on a aussi un outil donc, qui s'appelle donc Google Trends. Donc c'est un outil à disposition gratuit en fait qui permet de voir en fait quels sont les sujets tendances, les requêtes tapées par les internautes en ce moment, donc avec une courbe d'évolution. On peut remonter jusqu'à du 2005 de mémoire, et donc le voir en fait, enfin les 5 dernières années globalement, et puis voir en fait l'évolution, donc savoir si c'est un sujet trendy ou pas. Et puis après, c'est classique, mais dans les plateformes, en fait, on voit toujours les trend topics, donc il suffit en fait d'aller voir en fait ce que fait la concurrence, quelles sont les requêtes, les vues obtenues derrière des vidéos, du coup derrière les hashtags, et pouvoir se dire ok, s'il y a de la vue derrière ces hashtags, et je peux aller dans ce sens.
Et il y a Mathieu qui a oui, avec, recherche, YouTube. En ce qui concerne l'amplification, c'est un peu ce que je vous disais sur, les modes de production. Il y a différents moyens de donner, de l'essor à vos vidéos. Soit vous passez effectivement, par, un influenceur qui va, bénéficier d'un certain bassin d'audience et vous donner l'opportunité, d'éclore. Sinon, en fonction de là où vous en êtes du funnel toujours, vous pouvez évidemment et vous devez principalement amplifier vos contenus pour leur donner, de la visibilité. Donc, évidemment, ça passe par, du paid social, du Spark Ads, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'amplification via des comptes, hébergeurs. Donc ça peut être, via un influenceur de récupérer un code, pour booster son contenu, un UGC également, ou alors directement via votre compte, mais c'est une méthodologie, de boost, et évidemment du Google Ads, pour des requêtes exactes et pour pousser, vos vidéos et remonter, de manière un peu plus systématique. Alors je vois qu'il nous reste, une dizaine de minutes. On va peut-être un petit peu accélérer, Léonie. Et bah, c'est, pour finir là-dessus, on s'en est parlé, mais effectivement le social est vraiment, important en haut de funnel puisque c'est quelque chose que vous pouvez beaucoup moins travailler, en référencement, notamment sur les plateformes sociales et plus vous aurez de notoriété, plus le parcours, du consommateur sera, raccourci, et donc ça reste évidemment, indispensable pour booster vos opportunités, de référencement en bas de funnel. Alors un petit cas concret, avec, autour de la marque Dyson et du haircare, donc un produit de Dyson. Donc, si je reprends un peu la méthodo qu'on avait citée tout à l'heure, bah, en fait, la première, enfin le point zéro est vraiment se dire, bah, qui est mon persona? Qui je cible? Et donc c'est vraiment pouvoir clarifier déjà dans un premier temps cette partie-là. Donc dans le cas de Dyson, donc, l'idée et l'objectif était de pouvoir cibler toutes les personnes qui cherchaient à se coiffer, en fonction des besoins qui pourraient, différer derrière, mais autour de la rapidité, le style, des solutions adaptées et cetera. Hop, alors tu as une petite question de Sophie. Je vais te répondre dans un premier temps si tu veux, Léonie. Est-ce que les réseaux sociaux et les influenceurs participent à l'autorité du site? Comment en mesurer l'impact? Bah, c'est pour toi, Mérite Plus, Oui, sur exactement. l'autorité. Moi, j'avais vu le début, mais oui, alors comme bah, en fait, on verra tout à l'heure, j'ai une petite slide dessus et donc montrer aussi la puissance du social. Globalement, ce qu'on dit nous en SEO classique, en fait, c'est que ce sont plutôt des signaux positifs, qui viennent et qui sont donnés, en fait, au domaine. Et puis après, à l'ère des LLM et de toutes les évolutions qu'on arrive à voir, sur cette partie-là. Donc le fait de pouvoir créer un écosystème, de travailler sa marque, le côté branding, en fait, a une très, très forte, valeur ajoutée. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Donc avant, on pouvait avoir un site internet, se dire: «Bah, OK, bah, c'est que ça». Et puis là, avec les évolutions, encore une fois, donc on voit que Google veut savoir à qui appartient le domaine, qui est derrière ce domaine, veut s'intéresser même aux auteurs, veut s'assurer que les auteurs soient des experts. Et en fait, bah, du coup, le fait de miser sur des influenceurs, donc qui est en fait un point similaire en fait à un auteur classique sur le site. Donc bah, l'influenceur qui est dans sa thématique, qui maîtrise la thématique en fait et qui est identifié côté Google comme étant référent autour d'un produit ou d'une thématique, en fait, a une très, très forte valeur ajoutée. Donc tout simplement, il faut voir ça comme un vote, un système de voix et se dire: «Bah, si une personne influente, heu, dit du bien autour de mon produit, bah, en fait, il envoie en fait tout simplement un signal positif à Google en disant qu'il peut faire confiance à la marque». Et du coup, de manière indirecte, nous, côté SEO, en fait, on voit l'impact et on sait que côté positionnement, bah, en fait, il y a forcément derrière une amélioration autour de ce produit, autour de cette thématique. Alors commercial, donc Google aujourd'hui le demande en fait à ce que ça soit signalé, donc à travers des balises, qui ont été, inventées par Google justement pour aider Google à comprendre, à savoir si c'est, naturel ou pas. La réalité c'est que ça soit commercial ou pas en fait en général, bah, en fait, l'idée, c'est d'éviter d'avoir cette mention, commerciale, et puis surtout donner la liberté, en fait, à l'influenceur de tester le produit et de donner son avis. Du coup, c'est plus, du commercial parce qu'on n'a pas un contrat qui va forcément nous lier, c'est plutôt de la dotation de produits en général. On mise plutôt sur ça en côté SEO. On met à disposition un produit, on lui demande de tester et puis en contrepartie, on lui demande juste de rédiger un article, de donner son avis. Mais par contre exactement. Mais par contre, on ne veut pas influencer sa réponse, on ne veut pas lui dire de dire du bien ou de mettre en avant, ce qu'on souhaite. C'est vraiment de la dotation de produit. La personne est libre de dire ce qu'elle veut, mais encore une fois, il faut faire confiance à son produit, à sa marque
et puis, trouver derrière la bonne personne. Et côté Google, en fait, également sur cette partie-là, donc on voit que l'unboxing et cetera, faisait du bruit il y a enfin, ça fait maintenant quelques années déjà, mais on sait qu'il y a beaucoup de sites d'avis, en fait, qui sont publiés, créés, où les gens laissent des avis, et Google aujourd'hui veut s'assurer que ce sont des vrais testeurs, et puis donc fait très attention à la partie unboxing également, donc partir du principe où je récupère, j'ouvre mon paquet, le contenu m'appartient, je suis dans la vidéo, je suis identifiable. Donc vraiment tout un parcours, en fait, qui prouverait à Google, en tout cas, que c'est un vrai cas, c'est un vrai test, et non pas juste je donne mon avis, j'ai même pas ouvert le produit, et cetera. Alors je vais reprendre la partie persona. Donc l'idée était de pouvoir identifier dans un premier temps sa cible. L'étape numéro 2, donc pour rappel, était de pouvoir créer un corpus. Donc dans le cas de Dyson, donc on avait pu créer un corpus avec toutes les requêtes, en fait, qui nous intéressaient, qu'on voulait travailler nous d'un point de vue SEO, avec les volumes de recherche mensuels. Une fois qu'on a fait ce travail, en fait, on va tout simplement aller analyser les résultats de Google, voir sur mes requêtes, en fait, quels sont les sites positionnés. Donc on va voir donc la colonne ranks, en fait, va nous donner des informations sur la position du domaine ou du site. Donc là, ce qu'on va voir sur la requête coiffure femme, en fait, on verra que Pinterest est quand même très fort. TikTok arrive sur une autre requête. Mais voilà, l'idée de pouvoir identifier, en fait, c'est se dire, est-ce que j'ai un potentiel derrière à attaquer côté média ou pas. Et puis une fois qu'on a fait cette analyse, on prend de la hauteur, on va analyser l'ensemble du corpus et se dire, sur ma thématique globalement autour de la coiffure, quels sont les domaines aujourd'hui populaires qui ont des chances et qui remontent déjà. Donc on verra que dans le top 4, on a Pinterest, Amazon avec à travers des produits, YouTube et TikTok sont les 4 domaines les plus visibles par rapport à ce corpus. Donc ce qui veut dire que demain, si je veux travailler cette requête, côté social, en fait, j'ai plus intérêt à aller sur du Pinterest, YouTube et TikTok dans un premier temps, plutôt que d'aller vers d'autres médias. Pour vous donner quelques petits chiffres, donc c'est 1500 requêtes identifiées par rapport à ce corpus, c'est 1,5 million de recherches au total. On a 5700 pages uniques positionnées en page 1 de Google, et le résultat, donc 1469 pages, sont des pages médias. Donc ce qui veut dire, c'est qu'un résultat sur 4, une page sur 4, est une page média. Et puis une recherche sur deux, j'ai un média qui arrive à se positionner. Donc ça montre encore une fois le gros potentiel, en tout cas, qu'on a à aller travailler le social media sur cette partie-là, parce que c'est quelque chose qui est déjà visible aujourd'hui. Pour conclure là-dessus, effectivement, si vous voulez, faire participer le social media à vos remontées en référencement, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Déjà le profiling et faire en sorte, d'essayer d'utiliser, des créateurs de contenu, UGC ou influenceurs, qui ont une opportunité de remonter parce qu'ils ont, une certaine reconnaissance ou en tout cas, ils ont des vidéos qui performent à ce sujet. D'encadrer le brief et la validation des mots-clés que vous leur demandez d'utiliser lors de la production de contenu et évidemment de pouvoir amplifier selon les opportunités et donner de l'essor à la vidéo. Le deuxième cas concret, donc je vais le passer assez rapidement, mais voilà, c'était sur Joe donc le même travail a été fait, donc on a identifié du coup les domaines qui arrivent à se positionner. On notera que Reddit est également visible sur cette thématique, et puis donc on verra que Facebook, Instagram sont également font partie en tout cas des leaders sur cette thématique à être visibles. Sur cette thématique autour de l'auberge, ce qu'on notera de jeunesse, donc ce qu'on notera, c'est que 4 des pages sont positionnées aujourd'hui, sont des pages médias, et puis 8 des recherches, on a au moins un domaine média de positionner. C'est une opportunité qu'on a encore envie de pousser. Là, l'opportunité sur, Joe Joe, c'est notamment qu'il manque de volume, et de valorisation, en termes de performance sur les vidéos pour exister, au plus haut niveau en référencement. Donc, ce qui montre bien que, il peut y avoir des travaux mis en place et puis il faut quand même, développer plusieurs choses pour, accéder effectivement à cette visibilité, en search. Voilà, la différence avec Dyson, c'est qu'on est plutôt sur un marché qui est saturé aujourd'hui, où les acteurs sont déjà présents, alors que côté Joe Joe, on voit que la voie est encore ouverte. Il y a peu de médias, peu de recherches sur lesquelles les médias se positionnent. Donc, il y a un vrai boulevard pour moi, selon moi en tout cas, à prendre sur cette thématique pour pouvoir aller récupérer et augmenter sa visibilité. Alors globalement, ce qui est à retenir, donc c'est qu'on a 4 étapes à chaque fois du coup maintenant, avant de mettre
Un plan d'action, social, derrière, social media. Donc, l'étape numéro 1, encore une fois, donc c'est de pouvoir identifier ses cibles, donc comprendre ses besoins, comprendre ses problématiques. Une fois qu'on a fait ça, l'étape 2, c'est de pouvoir transformer ses besoins en requêtes, donc avec un volume de recherche associé. Analyser la SERP, comprendre les plateformes qui se positionnent aujourd'hui et se dire: «OK, est-ce que je reste sur ces mêmes plateformes ou est-ce que je me dis que j'ai une chance d'aller sur une autre plateforme?» Et puis aller chercher de la visibilité supplémentaire. Et puis derrière, donc, pour revenir sur la section, présentée par Léonie, se dire, quel est le contenu que je dois proposer pour me différencier et surtout sur lesquels, j'aurai de la valeur ajoutée par rapport à la concurrence. 2 petites slides et donc ça va répondre du coup à la question, donc, concernant les outils. Donc à savoir que le social media aujourd'hui est un excellent levier également sur la partie, protection de la marque. Donc sur ce screen, je partage, un screen de la Fnac. En fait, aujourd'hui, quand on va taper la requête Fnac, ce qu'il faut savoir, c'est que la Fnac, en fait, arrive à monopoliser la SERP, les résultats, en page 1 et donc il y a quasiment aucun concurrent qui arrive à rentrer dans cette page 1. Donc si on va un peu plus loin dans la SERP, dans les résultats, donc on verra qu'il y a des pages où on parle du SAV de la Fnac en disant que c'est des incompétents et cetera. Donc plein de problèmes, en fait, qui sont remontés des forums. Mais par contre, en boostant, en travaillant la partie social media, de la Fnac et notamment la protection de la marque, en fait, ils arrivent à monopoliser et du coup, quasiment aucun internaute passe en page 2 et donc ne sont pas capables de voir ces commentaires. Donc le social media est également un excellent moyen de pouvoir maîtriser sa SERP, ses résultats et de dire: «C'est ma marque, donc côté Forteresse Digital, en fait, je fais tout pour pouvoir maîtriser, les sites, les pages qui vont se positionner derrière». Et donc pour finir et donc répondre à la question autour des outils, donc de notre côté, donc on a un outil de monitoring aujourd'hui, donc c'est ce qu'on voit, donc c'est basé sur c'est visualisé à travers un Looker Studio, mais en fait, à chaque fois qu'on va créer un corpus sémantique, en fait, on va lister les requêtes, on va lister les médias qui se positionnent et puis surtout, le plus important, c'est qu'on va dire, quel est le pourcentage de social media, en fait, visible sur cette requête. Donc si je prends donc une vidéo de rugby ou d'autres requêtes, en fait, on verra que 40 aujourd'hui des requêtes sont des médias. Je sais lesquels remontent le plus et donc je sais vers quels médias m'orienter si je veux, maximiser ma visibilité. Donc c'est un outil, n'hésitez pas en tout cas à nous faire un petit mail sur le sujet. Donc on pourra vous le mettre à disposition volontiers et puis surtout faire une première étude en tout cas, pour répondre à ce besoin. Est-ce que vous avez des questions? Parce que, Pour la alors, est-ce que vous avez quelqu'un avec qui rentrer en contact pour la gestion de campagne digitale? Yoann, on peut s'en parler, Méric pourra vous donner, notre contact, et on se redira, on recadrera ce que ça veut dire pour vous campagne digitale et comme ça on pourra voir si on est les bonnes personnes ou si on se parle d'autre chose. c'est fait côté Déborah. Exact. Parfait. Concernant le replay, donc vous pouvez le retrouver directement donc, sur nos pages, LinkedIn. Alors je ne sais pas si de côté de Dire, vous allez communiquer dessus sur la page LinkedIn ou est-ce que c'est plutôt un est-ce que c'est Oui, ce sera communiqué, absolument. pareil côté IFEL en tout cas sur les pages LinkedIn du coup vous pourrez retrouver les replays. Merci à tous en tout cas pour vos questions et votre réactivité. C'était très agréable et à bientôt, j'espère pour certains. Merci beaucoup. Merci Méric encore. Merci à toi Léonie. Au revoir. Très bonne journée, au revoir.